Moi, je suis Matteo Colombo, je suis Scientific Communication Specialist de Biotech et aujourd'hui, je vais vous introduire brièvement l'entreprise Biotech et après, je vais vous parler du processus biologique à la base de la régénération osseuse. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à comprendre les différences qu'il y a entre les différents biomatériaux qu'il y a sur le marché. Et là, on va plus dans les détails des processus de production de notre substitut osseux, surtout les processus Zymotech. Et après, on verra les applications cliniques et les propriétés de notre substitut osseux. Alors, Biotech, c'est une entreprise au 100% italienne qui est leader dans les recherches et développement et dans la production de substituts osseux naturels qui sont utilisés en orthopédie, neurochirurgie et chirurgie maxillofaciale. Dans cette ligne du temps, vous pouvez voir l'évolution de l'entreprise qui était en fait a commencé en 1995 et après il y a eu différents moments de développement qui nous a donné la possibilité d'être présent aujourd'hui en 72 pays avec un grand nombre de chirurgies effectuées avec notre dispositif médicaux, plus de 600 greffons chaque jour, plus de 2000 chirurgies qui sont documentées dans la littérature clinique et plus de 13 ans de follow-up de la littérature clinique pour quelques de notre dispositifs biomédicaux. Et on a un site internet qui c'est biotech.com. Pour l'instant, on a le site en italien, en espagnol et en anglais. Et vous pouvez là souscrire à la newsletter, connaître l'histoire de Biotech, télécharger nos brochures et demander des informations commerciaux plutôt que scientifiques. On est aussi sur les réseaux sociaux principaux comme YouTube, comme LinkedIn. Je vous invite en fait à souscrire sur LinkedIn pour rester connecté, pour savoir les nouvelles sur notre présence à différents foires ou congrès. Mais tout ce qui regarde la partie clinique et scientifique de nos dispositifs médicaux se trouve sur le site de la Biotech Academy, qui est en fait accessible avec cet site biotechacademy.com. Et là, vous pouvez télécharger les livrets de la littérature qui contient toutes les références de notre dispositif médicaux, qui aujourd'hui compte plus de 350 publications cliniques scientifiques. On a aussi créé un papier clinique, on va dire, qui c'est un document de 2 pages sur lequel on va ou résumer en revue de la littérature ou des cas cliniques qui sont les chirurgiens même qui nous envoient. Et après, nous allons les en fait, écrire avec notre team de medical writing. Et ça, on a ce type de papier clinique pour la chirurgie maxillofaciale, pour l'orthopédie, pour la neurochirurgie, mais bien aussi pour la recherche de base et pour la technologie. Et ça, d'abord, on va les créer en italien, après on va les traduire en anglais et en espagnol, et sont publiés sur le site de la Biotech Academy et sont téléchargeables sans besoin de s'enregistrer, ou clairement c'est gratis. Et ça, c'est pour les, on va dire, les papiers cliniques.
Et aussi sur la demande, on peut penser de faire des traductions aussi en français ici pour quelques papiers cliniques. Avec cette petite introduction, là, on peut aller dans les focus d'aujourd'hui, que c'est les processus Zymotech, comment transformer les tissus hétérologues de la meilleure alternative aux tissus humains. Mais là, d'abord, il faut faire un petit pas de la biologie pour comprendre les principales étapes de la régénération osseuse. Comme vous pouvez voir sur cette diapositive, on a trois éléments principaux, les scaffolds, les facteurs de croissance et les cellules qui, en fait, jouent les rôles principaux. Les rôles qui sont joués par les substituts osseux, c'est les rôles des scaffolds ou les rôles des soutiens de formation de nouveaux vaisseaux sanguins, un processus appelé angiogénèse, qui fournissent un soutien mécanique et une propriété qui s'appelle ostéoconduction. Là, je vais vous montrer un exemple des défects osseuses, et là sur la droite. Et dans ce cas, les granules en vert sont les substituts osseux et on va voir les petits tuyaux rouges qui vont coloniser les sites. Et ça sont les vaisseaux sanguins qui originent des parois vitales de l'os qui vont amener les nutriments, l'oxygène. Et ça, c'est la première étape de la régénération osseuse et c'est la plus importante parce que sans les vaisseaux sanguins, on n'a pas d'oxygène, on n'a pas de nutriments et on n'a pas en fait les éléments pour aider la régénération osseuse. En fait, avec les sangs, ils arrivent aussi les facteurs de croissance qui stimulent la formation des vaisseaux sanguins encore plus et vont aider en fait, la différenciation des cellules pour la régénération osseuse. Cette propriété des facteurs de croissance s'appelle ostéoinduction. Enfin, les cellules impliquées dans la régénération osseuse sont deux, sont les ostéoblastes et les ostéoclastes. Les ostéoblastes sont des cellules qui synthétisent les collagènes qui, après, ils viennent d'être minéralisés avec l'hydroxyapatite pour former du os neuf. Et les ostéoclastes qui font le contraire. Ils vont dégrader les collagènes aussi ainsi que les composants minéraux dans un processus qui s'appelle résorption. Et la synergie de l'activité de ces deux types de cellules amène à la régénération complète du défect osseux. Avec on va dire, cette petit résumé des étapes de la régénération osseuse, on peut déligner, on peut faire une liste des propriétés qu'une greffe osseuse idéale doit avoir. Bien sûr, doit être biocompatible, il ne doit pas déclencher des réactions immunitaires. Il doit être au moins ostéoconductif parce qu'en fait, si on va ajouter quelque chose, il faut qu'il soit un composant qui donne un support mécanique pour soutenir la croissance des vaisseaux sanguins et des cellules. Ce serait super si soit cette greffe soit ostéoinductive, alors qu'il peut avoir des molécules qui peuvent stimuler l'angiogénèse et la différenciation cellulaire, la morphogénèse. Mm-hmm. Ils sont aussi ostéogéniques. Ostéogénique, ça veut dire qu'ils contiennent des ostéoblastes différenciés qui commencent tout de suite à produire du nouveau os.
Ce serait enfin super que cette greffe osseuse soit même remodelable avec l'os du patient dans des temps physiologiques. Bien que cette greffe osseuse est idéale, il existe, et cette greffe osseuse, c'est l'os autologue, l'os du patient qui a tous ces types de propriétés, de caractéristiques. Et alors, pourquoi utiliser les biomatériaux? Il y a différentes raisons. La première, c'est que la quantité d'os autologues qu'on peut prendre d'un notre côté, dans notre site du corps pour remplir un défaut, c'est limité. En plus, si on va ouvrir un autre site, on va aussi augmenter les risques de contamination, les risques de complications post-opératoires. Et ça nous amène au troisième point, c'est l'acceptation du patient de ce type de chirurgie, parce qu'en fait, les patients peuvent dire qu'il veut éviter d'avoir une deuxième intervention chirurgicale ou une intervention chirurgicale plus longue. Et enfin, il y a une raison plutôt biologique liée à la résorption de ce type d'os, parce qu'en fait, l'os autologue, une fois qu'il est prélevé dans un site, une partie de ça va en contre un processus de mort cellulaire, et les cellules qui meurent sont des cellules qui ne vont pas être remplacées par de nouvelles cellules. Et en fait, ils sont simplement dégradés par les macrophages. Ça veut dire que finalement, il y a une perte de volume et le défaut, il n'est pas complètement rempli. Et alors bien, il faut des biomatériaux, mais lesquels on a sur le marché? On a du synthétique, de l'homologue, de l'hétérologue. Et qu'est-ce que c'est la meilleure alternative entre ça et l'os autologue? On va maintenant avoir les caractéristiques des biomatériaux synthétiques, on va dire en général. Et bien sûr, ils sont biocompatibles, sont ostéoconductifs, mais ils s'arrêtent là. En fait, il n'y a pas d'ostéoinduction. Ils n'ont pas de résistance mécanique. Et ça, c'est dû au fait qu'ils n'ont pas de collagène, parce que c'est les collagènes comme molécules qui donnent la résistance mécanique aux os. Le fait qu'ils sont synthétiques, ça veut dire qu'ils ont une structure de l'hydroxyapatite qui n'est pas laquelle physiologique. Ça veut dire que ça, c'est pas reconnu par les corps comme quelque chose de, on va dire, de naturel. Et alors, les cellules, ils font, on va dire, pour eux, c'est difficile de dégrader et de résorbir ce type d'hydroxyapatite. Et donc, les résorptions, c'est seulement partiel. Et ça nous amène au fait que le remodélage complet, il n'est pas physiologique. Donc, les synthétiques, on a vu qu'il y a des caractéristiques d'ostéoconduction, de biocompatibilité, mais il s'arrête là. On va voir l'os homologue. L'homologue, bien sûr, doit être biocompatible, ostéoconductif, potentiellement peut être ostéoinductif, parce qu'en fait, il a les collagènes qui peuvent être préservés, et avec toutes les autres molécules comme les facteurs de croissance qui peuvent aider à la régénération osseuse. Il peut avoir résistance mécanique et donc il peut être remodelé de façon physiologique. Mais il y a aussi des risques parce que l'os homologue, c'est de l'os du donneur humain. Donc, il y a des risques de transmission des pathologies. Il y a une variabilité d'âge du donneur qui va gêner sur la qualité osseuse. Mais aussi, ça dépend du processus de décontamination. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de nettoyer l'os homologue.
Et là, tout ce type de procédures sont en fait analysées dans cette revue systématique des morts de 2016 qui montre que dans certains cas, les os homologues sont, on va dire, nettoyés de la graisse. Ils utilisent des composants chimiques pour enlever ça, surtout la DMF, la diméthylformamide, qui est cancérogène. Et autre que ça, si quand même il y a des résidus on va dire, des composants chimiques, des réagents chimiques, ça peut déclencher une réaction inflammatoire locale qui sûrement peut gêner au processus de régénération osseuse. Mais il y a aussi la possibilité que la graisse n'est pas supprimée, n'est pas enlevée du os homologue. Et ça amène à un ralentissement du remodelage osseux. Pourquoi? Parce que finalement, le fait que la graisse soit à l'intérieur de l'os homologue, c'est-à-dire dans les trabécules de l'os, ça fait comme un masque pour la prolifération des vaisseaux sanguins. Et donc, les vaisseaux sanguins sur lesquels ils amènent les nutriments, l'oxygène et les cellules pour le remodelage. Donc, c'est les vaisseaux sanguins, ils vont être difficiles pour eux de coloniser l'os homologue. Bien sûr, tout le reste va être ralenti. Mais il y a aussi des contaminations, des pathogènes éventuels. Je veux dire, il y a des traitements qui sont faits pour éliminer la présence des bactéries, des virus, des champignons. Et ce type de traitement utilise des méthodes chimiques. On a vu que ce type de traitement peut déclencher des réponses inflammatoires locales. Ils peuvent incuber les os avec des solutions antibiotiques et ça peut déclencher finalement des réactions allergiques après la chirurgie. Et aussi, il y a un champ d'application qui s'est limité. Il n'y a pas d'antibiotiques pour n'importe quelle bactérie. Donc, ça aussi, c'est un limite. Et enfin, il y a un processus de stérilisation qui souvent c'est au rayon gamma. Ces types de rayons sont très énergétiques, très forts et ils ont une intensité qui peut aller depuis les 0,05 kg jusqu'à les 630 kg. On voit ici sur la droite qu'il y a plus de 25 kg, les composants organiques des tissus peuvent être endommagés. Ça veut dire que tous les composants comme le collagène, comme les facteurs de croissance qui peuvent donner un plus sur la régénération osseuse peuvent être dégradés par ce type de stérilisation et donc finalement l'os homologue n'est pas vraiment performant. Mais il y a aussi une possibilité, si on veut, encore pire, que c'est le fait que les pathogènes ne sont pas supprimés parce qu'il n'y a pas de stérilisation du tout. Et donc, il y a un risque, même si résiduel, de en fait, avoir des pathogènes à l'intérieur. Donc, on a vu que sûrement l'homologue, potentiellement, c'est un bon alternatif à l'os autologue, mais il y a une variabilité des processus de contamination qui amène à une variabilité des performances cliniques de ce type de substituts osseux. Donc, il reste l'hétérologue. L'hétérologue, ça veut dire l'os des mammifères. L'os des mammifères, pourquoi? Parce que finalement, il y a une grande similitude avec l'os humain en termes de composition et de morphologie. Et ça, on peut le voir dans les paramètres qui sont mesurés dans cette publication de Bedini et al., qui a mesuré en fait la porosité et les rapports des volumes d'os des bébés
sur les volumes total de l'os. Et finalement, il voit que ces paramètres sont très similaires entre l'os homologue et l'os équin, l'os utilisé de biotech, plutôt qu'avec en fait, les synthétiques. Mais il y a aussi une autre similarité très importante, qui sont les séquences de collagène qui sont partagées entre les différents mammifères, et spécialement entre les mammifères utilisés pour faire des substituts osseux. On voit que pour les porcins, les canes et les bovins, on a plus de 95% d'homologie sur la séquence de collagène. Ça veut dire que les collagènes humains, c'est à peu près pareil que les collagènes des mammifères. Et ça veut dire que les collagènes des mammifères, une fois à l'intérieur du corps, est reconnu comme quelque chose de self par les cellules de l'homme. Et donc, il a la possibilité d'expliquer ses fonctions, ses propriétés, qui sont beaucoup. Donc, les substituts osseux hétérologues sont biocompatibles, ostéoconductifs et potentiellement ostéoinductifs. Parce qu'on a vu que les collagènes peuvent être préservés parce que c'est vraiment similaire au collagène humain. En plus, la présence des collagènes donne la possibilité d'avoir une résistance mécanique à ce type de substituts osseux. Parce qu'en fait, l'os, c'est très similaire entre les mammifères et l'homme. Le remodélage peut être fait de façon physiologique. Et en plus, il y a la standardisation, parce que c'est un processus qui est fait au niveau industriel. Mais une fois encore, pour obtenir et transformer les potentiels en quelque chose d'effectif, ça dépend du processus d'élimination des antigènes, ça veut dire la façon de nettoyer l'os, parce que même s'il y a beaucoup de similarités entre l'os humain et l'os des mammifères, bien sûr, il y a des différences qu'il faut aplatir. Et qu'est-ce que sont les différents processus de déantigénation qu'il y a sur les marchés? Il y a des processus chimiques qui utilisent des solvants organiques et des réactifs chimiques qui sont très efficaces pour l'élimination des antigènes et donc préservent même la phase minérale et les collagènes, mais ça donne la possibilité quand même d'avoir des résidus des solvants organiques et donc de déclencher ce type de réactions inflammatoires au niveau local une fois qu'ils sont greffés. Il y a un autre processus que c'est le processus physique ou le traitement thermique qui utilise très haute température, comme on peut voir. Mais ce type de processus, finalement, va à éliminer tous les composants organiques, compris les collagènes. Et donc, qu'est-ce qu'on a à la fin? C'est quelque chose qui est plutôt similaire au synthétique plutôt qu'un os hétérologue, un substitut osseux hétérologue. En fait, ce processus n'est pas cher, mais le fait qu'il utilise très haute température va altérer la phase minérale, élimine les collagènes et la matrice osseuse extracellulaire, et donc il n'y a pas un remodélage complet, mais seulement partiel. Mais il y a une troisième façon de traiter l'os des mammifères, que c'est le processus Zymotech, idée par Biotech. Et Zymotech utilise un cocktail enzymatique, ça veut dire utilise des enzymes, des protéines naturelles qui sont partagées entre tous les organismes vivants. Et en fait, les enzymes dégradent leurs cibles moléculaires de façon spécifique en température baisse, 37 degrés à peu près. Ici, on voit cette
animation qui montre la structure tridimensionnelle en vert d'un enzyme qui reconnaît son target en rouge. Et on voit comme ce type de reconnaissance soit vraiment spécifique. Donc, les avantages des Zymotex sont en effet d'utiliser des enzymes qui n'ont pas besoin de solvants organiques, mais de l'eau comme environnement de réaction. En plus, les températures utilisées sont plutôt bas, donc sont au-dessous de la température de fusion du collagène qui est préservée. Et la spécificité des enzymes utilisés nous permet d'avoir des substituts osseux comme biogène où le collagène est préservé de forme hydrolysée. Le processus Zymotex est après complété par un traitement oxydatif et une stérilisation au rayon bêta pour éliminer tous les résidus potentiels qu'il y a des microbes. Et après, pour garantir une haute stabilité, ils sont lyophilisés. Et de cette façon, les substituts osseux sont très stables avec un MIV de 3 à 5 ans. Et enfin, toutes ces étapes du processus sont contrôlées très strictement pour permettre une qualité exceptionnelle et faire de façon à être sûr que tout va comme est bien établi. Donc, biogène, c'est les substituts osseux que vous allez en fait à vendre en Algérie. Le biogène est caractérisé pour les collagènes, donc cette structure à trois hélices qui s'est partiellement hydrolysée. Ça veut dire qu'il y a des fragments de collagène. Et on a différentes publications, 9 publications qui montrent comme l'interaction des biogènes avec les cellules soit positive. En fait, montre l'adhésion physiologique des cellules, cette publication. Et montre aussi comme l'activité de l'enzyme alcaline phosphatase, ALP, soit bien fort à contact avec biogène plutôt qu'avec les produits sans collagène comme les substituts osseux qui ont une origine de traitement thermique, plutôt que les synthétiques. Et ça, c'est important parce que l'alcaline phosphatase, c'est un marqueur ostéogénique qui, en fait, s'est exprimé par les cellules mésenchymales qui sont en train de se transformer en ostéoblastes. Donc, les cellules qui vont à produire le collagène et donc les nouveaux os. Et on voit ici comme il y a une différence très forte dans l'expression de l'activité de cette alcaline phosphatase. En bleu, les biogènes et en rouge, les substituts osseux avec traitement thermique et en vert, les substituts osseux synthétiques. On a aussi des évidences au niveau animal. Ici, dans cet expériment, on a en directe comparaison des biogènes avec les bios. Et on voit à 90 jours comme la quantité de nouveaux os qu'on a avec biogène est majeure respect aux bios et les matériels résiduels est inférieur en biogène plutôt qu'en bios. Et ça veut dire que la cinétique des formations de nouveaux os est plus vite en biogène qu'en bios. On a aussi beaucoup d'évidences au niveau clinique, plus de 60 publications. Dans cette publication, on voit la comparaison
la comparaison, en fait, c'est l'analyse de l'histomorphométrie des élévations de sinus maxillaire en 17 patients qui sont traités pour un implant à 6 mois et en même temps, ils ont pris un biopsie, ils ont analysé en laboratoire au niveau histologique et ont mesuré la quantité des nouveaux os formés, des tissus fibreux et des biomatériels résiduels. Et là, on voit qu'à 6 mois, on a à peu près 40% des nouveaux os formés et 33% des biomatériels résiduels. Donc, un bon résultat pour pouvoir mettre un implant. Donc, Zymotech, c'est biocompatible. L'os qui vient du processus Zymotech, c'est biocompatible, c'est ostéoconductif et même ostéoinductif parce que le collagène, c'est partiellement préservé en forme hydrolysée. La résistance mécanique, donc, est optimale parce qu'il y a le collagène. Et le fait que la partie minérale est préservée, il n'y a pas d'altération. Et ça fait un moyen que l'os est reconnu de façon physiologique par les cellules et donc est remodelé de façon physiologique. Et enfin, le processus est standardisé et les prestations, les performances cliniques sont toujours les mêmes. Et là, vous pouvez vous demander, vu qu'il y a une grande similarité entre tous les mammifères et l'homme, pourquoi nous avons choisi les canes comme matière première. Et là, je vais vous montrer un peu les raisons qui nous ont amenés à choisir les canes. Et les canes, parce qu'on utilise des chevaux qui sont élevés dans l'Union européenne, dans le cadre de la chaîne alimentaire, donc vont être contrôlés de façon par des vétérinaires au niveau très strict. Ils ont des propriétés biomécaniques meilleures par rapport aux vaches, parce que finalement, les chevaux sont élevés dans des grandes enceintes, donc peuvent bouger. Et on sait comme les mouvements sont importants pour maintenir en bonne santé les os. Et les vaches, au contraire, sont dans les étables, donc sont toujours arrêtées, sont toujours enfermées, et donc ils n'ont pas des hautes qualités, des os des autres qualités. Et enfin, les équins, c'est plus sûr par rapport aux bovins, aux vaches, parce que finalement, ne peut pas transmettre des maladies prioniques à l'homme. Ça, c'est bien écrit dans la régulation européenne 722/2012. Et ça, parce que finalement, les protéines du cheval sont beaucoup plus stables au niveau tridimensionnel et donc il ne peut pas donner origine, il ne peut pas donner origine finalement à la maladie prionique. Je vous dis que finalement c'est important les collagènes, mais pourquoi? Parce qu'il y a cette propriété mécanique, finalement c'est lesquelles qui donnent une résistance mécanique au tissu osseux. Mais après, il y a des propriétés biologiques. En fait, il va se lier au BMP, qui sont les Bone Morphogenetic Proteins. Il va augmenter leur demi-vie. Il va en fait aider l'adhésion cellulaire des ostéoblastes et des ostéoclastes. Il va induire l'expression des récepteurs pour les Bone Morphogenetic Proteins, favorise l'ostéogenèse. Finalement, il agit comme une molécule ostéopromotive et donc il va aider et accélérer la régénération osseuse.
Là, on va voir une preuve en vitro. Là, il y a une comparaison entre l'os bovin non traité, vous voyez ici à gauche, où il y a 7 points. Ils sont des cellules qui s'appellent ostéoclastes, ce sont les OCL. Les ostéoclastes sont des cellules qu'on a dit qui vont résorbir l'os, donc ce sont lesquelles qui sont impliquées dans la résorption. Et on voit comme dans l'os bovin non traité, il y a beaucoup d'ostéoclastes qui s'accrochent et vont dégrader l'os. Mais sur les substituts osseux d'origine thermique, on dirait que traités avec de haute température, on voit peu d'ostéoclastes qui sont accrochés. Ça parce que finalement, il y a cette altération de la structure tridimensionnelle des minéraux et donc les ostéoclastes n'arrivent pas à s'accrocher. Et ça, c'est une étude du groupe des professeurs Piattelli de 2009 qui a fait les mêmes expériments utilisant les substituts osseux et qu'un obtenu par voie enzymatique, soit les Zymotec Bond, soit Biogen. Donc, on voit ici comme le nombre des ostéoclastes qui grandissent sur cette biomatériaux soit vraiment beaucoup plus haut que par rapport à tout osseux obtenu par voie thermique et très similaire à l'os bovin non traité. Même les auteurs concluent en disant que l'os déantigéné par voie enzymatique est reconnu de façon physiologique par les ostéoclastes, donc par les cellules députées au résorbement. Et là, on va voir plus dans les détails les caractéristiques des substituts osseux biotech et des membranes avec leurs propriétés et les applications. Ici, on a Biogen, les granules, qui ont une hydrophilicité optimale. Ils ont des collagènes de type 1 hydrolysés. Ils vont avoir un remodelage complet en temps physiologique, maintiennent les volumes. Là, on voit dans les vidéos comment il devient tout de suite rouge parce que finalement, ils vont prendre les sangs du patient. Ça, c'est dû au fait qu'il y a les collagènes à l'intérieur, qui c'est une molécule très hydrophile et qui recrute les sangs. Finalement, ça aide finalement à tirer les sangs. Là, on voit l'état moyen du remodelage de 4 à 6 mois avec des granules, des mélanges des spongeux, 6-8 mois pour les corticospongeux et 8-12 mois pour les corticales. Là, il y a différents codes, des différentes références que vous avez. Vous voyez la différente taille des granules qui peut aller entre 0,25 à 1 mm, soit 1-2 mm ou 2-3 mm en taille de différentes quantités, 0,25 ou 0,5, 1 gramme, 2 grammes. Et ça dépend un peu du type de chirurgie que le chirurgien doit faire. Les 1-2 mm ou 2-3 mm sont utilisés, par exemple, dans l'élévation du sinus maxillaire pour remplir plus vite les sinus et pour éviter la compression, pour éviter de comprimer finalement les granules, parce qu'on sait que si on comprime trop les granules, ils vont ça induire des difficultés dans l'angiogénèse et donc dans la régénération même. On a aussi la membrane biocollagène qui s'est faite des collagènes de type 1 qui s'est extrait des tendons équins. Et il n'y a pas de différence entre les deux faces de la membrane. Il adhère parfaitement au tissu. Il y a un temps de protection entre 4 et 6 semaines. On a différentes tailles, 0,5
par 25 par 0,2 mm d'épaisseur, 15 par 20 par 0,2 mm d'épaisseur. Ici, dans les vidéos, on voit comme peut être modélé et coupé à sec. Et en fait, il adhère très bien au tissu. Et là, on voit des cas cliniques. Ça, c'est un cas très, je veux dire, un case series, une étude rétrospective avec 13 ans de follow-up qui montre l'application des biogènes et des biocollagènes dans des défects osseuses, des infrabony defects. C'est le cas du docteur Giacomo Tarquini de Rome. On a fait aussi vous voyez, cet papier clinique. Là, il y a les images qui montrent la situation initiale d'un des cas qui sont 22 défects qui étaient traités. Ici, on voit les différentes phases de la chirurgie. On voit les défects. Ici, on voit comment les défects se remplissent avec des granules et la biocollagen membrane qui s'est utilisée pour protéger la greffe des biogènes, la clôture des tissus. Et ici, on voit la guérison à 12 mois de follow-up au niveau clinique et au niveau radiographique. Et en plus, pour un des patients, il était possible de faire finalement avoir la situation clinique à 5 ans de distance de la procédure. Là, il a dû faire une autre chirurgie pour une autre raison, pas liée en fait aux premières chirurgies de l'infrabony defect. Et ici, on voit à 5 ans, combien encore d'os avec les volumes préservés et présents. Donc là, on a l'évidence clinique du fait que les granules étaient remodelés avec du nouveau os et que cet os était préservé au niveau volume dans le temps. Ici, on a un cas du docteur Pierpaolo Romano de Napoli, où il a utilisé une grille en titanium avec la membrane en collagène et les granules biogènes. Là, on voit la TAC combine qui montre les défects très, très importants. Ici, au niveau clinique, on voit les défects. Il peut en fait ajouter les implants, mais il doit quand même, au niveau esthétique, rétablir la situation au mieux. Alors, il va utiliser finalement des granules et la protection avec la membrane en collagène et la grille en titanium. La grille en titanium. Et ici, on voit la guérison à 6 mois des tissus. Ici, on voit la rémoction de la grille en titanium. On voit bien comme l'os est bien mûr parce qu'il est bien plein de sang. Ici, on voit la TAC combine à 6 mois qui montre vraiment comment les volumes étaient rétablis. Ici, il y a un autre cas du docteur Tizzoni de Milan, où il a utilisé du biogène collagène. Et ici, il y a cette
atrophie au niveau vertical et au niveau esthétique au du temps 21. Après l'extraction, il ajoute, il va insérer l'implant, mais on voit comme l'implant soit exposé. Donc, il faut ajouter, il faut régénérer de l'os autour. Et là, on va utiliser des biogènes et de la membrane biocollagène pour protéger les granules. Et ici, on va voir un mois après la procédure la guérison des tissus. Ici, les scans à 4 mois. L'ouverture à 5 mois, on voit vraiment une bonne quantité d'os formés, d'os mûrs. Et ici encore, à 6 mois, on voit comme les tissus sont bien guéris. Et ici, à 12 mois, comment les volumes avec la radiographie, on montre qu'ils sont bien préservés. Et ici, les cas du sinus lift, de l'élévation du sinus maxillaire par les professeurs Danilo Di Stefano de Milan. Ici, on voit la nécessité d'ajouter des implants et il fait une élévation du sinus maxillaire par voie latérale et il va mélanger les granules des biogènes avec de l'os autologue. Il va insérer les implants et remplir les sinus avec les granules. Il va protéger l'enterostomie, c'est-à-dire l'ouverture, la fenêtre qu'il a ouverte sur les sinus avec la membrane en collagène. Il va tous fermer. Et ici, il y a des contrôles à 1 an et à 7 ans qui montrent finalement comme les volumes sont préservés. Ça, c'est tout pour aujourd'hui.